Albert Fabrice Prela, la synchro de l'Église catholique réfléchit sur la révision de la Constitution et déjà s'est prononcée contre cette révision. Votre point de vue? Merci beaucoup. L'Église catholique se comporte réellement comme l'Église au milieu du village. Cette Église qui est gardienne du temple. Le temple, c'est-à-dire le bon sens, la rationalité. C'est pourquoi nous ne pouvons faire autre chose que saluer cette prise de position de la synchro, de la conférence de tous les évêques. C'est une mesure qui tombe bien à propos parce qu'on peut tout dire. Il est inadmissible qu'on pense à réviser la Constitution toujours à la veille des échéances électorales. C'est comme on aime dire, c'est fait une suspecte tempore. Pourquoi on ne le fait pas avant? Et pourquoi la Constitution devient inappropriée seulement la veille des élections? Donc c'est pour nous une situation qui cache très mal ou qui cache à peine les vraies intentions des gens au pouvoir. Et c'est pourquoi nous en appelons à la population, parce que l'Église catholique, c'est quand même cette plus grande Église de notre pays, à s'approprier cette orientation, cette décision des princes de notre Église catholique. Justement, c'est une mesure que nous saluons. Une sous-question par rapport à cela. Vous êtes vous-même juriste. La révision de la Constitution est prévue par elle-même la Constitution. Oui. Quels sont les éléments en votre possession qui fassent que vous soyez en doute qu'une révision risque d'amener le pays à une prolongation du mandat de chef d'État? Merci beaucoup. Vous savez, en 2011, cela avait commencé de la même manière. Nous nous étions levés, vous vous souvenez, il y a eu une bonne partie des compatriotes, des députés nationaux qui sont montés à l'estrade du Palais du Peuple. J'étais de ceux-là, de tous les premiers qui étaient montés. Cela avait commencé ici. Et nous connaissons cette majorité. Moi, j'en ai fait partie. Et je connais, cette mesure n'est pas gratuite. Il y a quelque chose que cela cache derrière parce qu'ils sont en débandade, parce qu'ils savent que le compte à rebours a déjà commencé. M. Kabila doit quitter les pouvoirs avant la fin de l'année 2016. Ils sont en débandade, ils veulent multiplier les artifices pour qu'ils se maintiennent, soit par le trichement de la CENI, soit en n'organisant pas du tout des élections. Mais quoi qu'il arrive, pour nous, la Constitution doit être respectée. C'est pourquoi d'ailleurs nous saluons la prise de position du président Barack Obama, mais aussi en appelant les Congolais à la vigilance, parce que ce n'est pas Barack Obama qui doit défendre notre pays, c'est nous-mêmes qui devons nous prendre en charge. Mais qu'on reçoive un soutien de sa part, tant mieux. Parce que lui, en tant que président d'un pays démocratique, il ne peut pas tolérer justement d'avoir à ses côtés ou d'avoir dans le continent d'où est ici son père, des dictateurs qui font encore souffrir leur population parce que le pays ne va pas. On a fait 2 ans, on appartient désormais à l'histoire et c'est pourquoi d'ailleurs John Kerry a conjugué Kabila au passé. Voilà un autre sujet. Le gouvernement de cohésion nationale a attendu pratiquement 9 mois qu'on attend et ça ne vient toujours pas. L'État fonctionne-t-il normalement? Est-ce que ce gouvernement peut encore y penser aujourd'hui? Chaque fois que moi je pense, je me pose la question de savoir et je nous pose la question. En République démocratique du Congo, quelle est la valeur qu'il faudra désormais donner à la parole de celui qui fait office de chef d'État? À ce niveau de responsabilité, on n'a qu'une parole. Moi, je suis sidéré comme tous les Congolais qu'on annonce la tenue d'un dialogue national au mois de janvier dans les tout prochains jours. Février passé, mars, avril, mai, juin, c'est fin juin qu'on vient convoquer, justement, qu'on vient signer l'ordonnance. Et on annonce un gouvernement de cohésion nationale au mois d'octobre jusqu'aujourd'hui, en plein mois de juillet, ce gouvernement n'est jamais sorti. C'est inadmissible, ce qui veut dire qu'on dirige par essai et erreur et ce n'est pas normal. Cette grande République démocratique du Congo ne le mérite pas. Heureusement que le compte à rebours est en marche, nous devons désormais avoir un président de la République qui a conscience de cette fonction, de la noblesse de cette fonction. Troisième et dernière question, notre sujet. Qu'est-ce qui vous oppose avec le gouverneur du Bas-Congo? On voit plusieurs articles de la presse sortir fustigeant, vous accusant de corruption. Vous dites que c'est le gouverneur du Bas-Congo qui instrumentalise tout ça. Qu'est-ce qui vous oppose? Merci beaucoup. Ce n'est pas que je suis opposé au gouverneur du Bas-Congo, mais je suis farouchement opposé aux méthodes, à la médiocrité, à l'amateurisme qui caractérise l'action de M. Jacques Mbadou. Nous nous sommes battus, et je ne le regrette pas, qu'il y ait alternance dans la province du Bas-Congo. Si c'était à refaire, je le referais. Mais en souhaitant
que celui qui viendrait puisse faire mieux. Mais nous avons très tôt déchanté. Le gouverneur du Bas-Congo s'illustre très négativement par un népotisme outré, un népotisme hors pair. Le fait. Vous pouvez imaginer que nous sommes en province du Bas-Congo où on n'invente pas la roue. Un gouverneur qui arrive, il balaye toute la cour. Le personnel politique, c'est normal. Mais vous voyez des personnels administratifs. Certains ont vu défiler même 15 différents gouverneurs. Lui arrive, il balaye tout le monde. Vous voyez un gouverneur, le gouvernement central dote la province des tracteurs pour donner aux paysans. Lui, il les prend, il distribue à ses amis membres du Conseil provincial de sécurité. Nous avons même un document que nous allons vous montrer où les REDOC, c'est-à-dire le numéro 1 de l'ANER, écrit au gouverneur pour demander un financement de plus de 32 millions pour un champ privé. Lui et ses deux adjoints. Pour un champ privé, j'ai ces documents, j'ai même publié cela sur Facebook. Ceux qui nous suivent peuvent même le voir. Est-ce que l'ANER a changé des réseaux sociaux? Et tout ça, vous avez un gouverneur amateur qui ne sait pas c'est quoi la raison sociale de l'ANER. Vous avez un gouverneur, lorsque le gouvernement central envoie de l'argent pour la campagne agricole, au lieu de donner, et le gouvernement ayant compris que nous avons affaire à un gouverneur prédateur, a envoyé l'argent, plus de 1 500 000 directement aux paysans. Le gouverneur se réveille, non mais ça c'est une manne. Il instruit son ministre de l'Agriculture pour récupérer la moitié de cette somme. Et ce ministre provincial, ayant écrit au nom du gouverneur, il est pris pour bouc émissaire, on l'a mis en prison jusqu'aujourd'hui sans jugement. Et c'est ancien ministre provincial de l'Agriculture, et entre la vie et la mort, il est emprisonné et dans un hôpital. Si on ne prend pas garde, il risque de mourir. Alors vous voyez un gouverneur comme ça, qui promet monts et merveilles à la population. Il a promis de construire le stade Lumumba et le stade d'Amar. D'abord un stade, quelqu'un qui soi-disant est instruit et expert, mais il donne un marché d'un stade à un député national du PPRD qui n'a même pas une pelle métallique, qui n'est pas entrepreneur. Alors, moralité, ce stade, jusqu'aujourd'hui, ça piétine. Mais le stade Lumumba, un stade qui recevait 15 000 personnes, aujourd'hui, il veut en faire pratiquement un stade de kicker. J'espère que vous connaissez le kicker. Un stade sans place pour le public. Vous trouvez ça normal? Donc ce gouverneur est en train de faire la honte de notre province parce qu'il a mis tous les députés provinciaux dans sa poche. Personne n'ose lever le petit doigt, y compris même les autres qui auraient pu même prendre la parole. Alors cette situation est inadmissible et pour ça, Pouella ne peut pas se taire. Pouella doit monter au créneau. Mais ce que nous déplorons, ce gouverneur a mis à la place publique les comportements du gouvernement de la République, en finançant des articles de presse qui ont titré il y a quelque temps que la question orale que nous avons adressée au mois de novembre contre le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, avait été monnayée. Que l'un de ses conseillers nous avait fixé rendez-vous à Louila pour aller chercher de l'argent et c'est pourquoi nous n'étions pas au Palais du Peuple. Un mensonge grossier. Parce que ce jour-là que nous devons présenter cette question orale avec débat, nous étions dans la salle du Palais du Peuple. Mais c'est parce qu'il y a eu l'arrestation arbitraire de Fidel Babala et puis l'assassinat ignoble de l'honorable Lajos Bidiou que tous dans l'opposition, en tout cas la plupart, nous avons décidé de boycotter, de suspendre notre participation. Mais vous avez un gouverneur comme ça qui invente sa vie comme ça, qui dit n'importe quoi. Mais ce qui est regrettable, c'est que les gouvernements, par l'entremise du ministre mis en cause, n'osent même pas protester. Ce qui est anormal de ce que Jacques Mbadou a dit à la place publique que le gouvernement est un gouvernement de corrupteurs. Et c'est inadmissible. Je vous remercie. Merci. Okay.